africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir pour le rendez-vous de l'information sur Africable Télévision. Voici les titres de cette édition. Charles Blé Goudé comparaît devant la CPI dès ce lundi jusqu'à jeudi. L'audience de ce jour constitue sa dernière chance d'échapper à la justice. En Chine, le mouvement de protestation pacifique continue malgré la répression le week-end dernier. Les étudiants sont déterminés à aller jusqu'au bout. Et sport, les Aigles junior filles sont rentrées à Bamako ce lundi. Elles ont remporté la coupe de la 13e édition de l'Afrobasket des moins de 18 ans. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons cette édition sur la Côte d'Ivoire et surtout par rapport à la CPI. Charles Blé Goudé comparaît ce lundi devant la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale de La Haye. L'audience de confirmation de Charles Blé Goudé a ouvert ce matin. L'ex-chef des Jeunes Patriotes, un mouvement pro-Gbagbo, est accusé d'avoir contribué aux violences post-électorales de 2010 à 2011 en Côte d'Ivoire. Il s'agissait donc de meurtre, viol, actes inhumains, persécution. Charles Blé Goudé doit faire face à 5 chefs d'accusation. Cette audience qui s'ouvre ce lundi va se poursuivre jusqu'au 2 octobre. Au Burkina, l'opposition et la majorité se sont retrouvés ce lundi au palais présidentiel de Kossiam pour définir les points qui seront discutés dans le dialogue initié par le chef de l'État. À l'issue de près de 3 heures de conciliambule, 5 points ont été arrêtés pour faire l'objet des discussions et les points ont été énumérés par le chef de file de l'opposition politique. Le premier, c'est la question de la révision de l'article 37 de la Constitution. Deuxièmement, la question de l'installation du Sénat. Troisièmement, les questions relatives à l'organisation de l'élection présidentielle de novembre 2015. Quatrièmement, les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du Conseil constitutionnel. Et cinquièmement, la question de la contribution de la société civile à la recherche de solutions consensuelles en vue de consolider la paix. Voilà donc les 5 questions qui feront l'objet des travaux qui, bien entendu, se poursuivent. L'actualité qui fait la une ce lundi au Togo, il s'agit d'une prestation de serment. Des nouveaux membres de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, ont prêté serment ce lundi devant la Cour constitutionnelle à Lomé. Une cérémonie qui marque la prise de service de cette nouvelle équipe de 17 membres qui auront en charge l'organisation et la supervision des élections de 2015. La Guinée vient de bénéficier d'une nouvelle aide financière pour la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Le Royaume d'Arabie Saoudite a annoncé ce lundi un don de $2000 US. On rappelle que le dernier bilan en Guinée fait état de 1099 cas recensés depuis le début de l'épidémie, dont 656 décès. L'Afghanistan a désormais son président. Ashraf Ghani a été investi ce lundi et comme convenu, il s'agira d'un gouvernement d'union nationale. Abdullah Abdullah devient ainsi le chef du gouvernement. Dans le même temps, le pays va procéder ce mardi à une signature d'accord de sécurité bilatérale avec les États-Unis. Ils se sont déchirés pendant 3 mois. Ashraf Ghani et Abdullah Abdullah vont désormais devoir gouverner ensemble. Malgré les accusations de fraude, la pression de l'ONU et des États-Unis a finalement permis de déboucher sur la formation d'un gouvernement d'union nationale.
Le gouvernement d'union nationale sera un gouvernement de loi, de justice, de transparence, d'efficacité et un gouvernement responsable. Le 21 septembre, Ashraf Rani et Abdullah Abdullah scellent leur alliance sous les yeux d'Hamid Karzai, seul homme à avoir dirigé le pays depuis l'intervention américaine et la chute des talibans en 2001. Ashraf Rani devient donc officiellement président. Abdullah Abdullah est lui désigné chef de l'exécutif, un premier ministre qui ne dit pas son nom. Les deux camps se sont également partagés les postes au sein du gouvernement. Les ministères de l'Intérieur et des Finances sont confiés à des proches d'Ashraf Rani, ceux de la Défense et des Affaires étrangères à des hommes d'Abdullah Abdullah. En réalité, tous ceux qui ont voté lors de cette élection, et notamment au second tour, ont désormais leurs représentants au sein du gouvernement. Si le président reste officiellement la plus haute autorité du pays, la cohabitation risque d'être compliquée. Le défi est de taille pour un pays déjà en proie à de sérieuses difficultés. Les talibans ont profité de la crise électorale pour regagner du terrain ces derniers mois. Et ce sont désormais les Afghans eux-mêmes qui vont devoir assurer leur propre sécurité. Il ne reste plus que 33 bases de l'OTAN dans le pays, contre 800 il y a quelques années. Direction la Chine à présent, et c'est le retour au calme à Hong Kong après les affrontements du week-end dernier entre les étudiants et la police. Les forces anti-émeutes restent toutefois en alerte, et pour les étudiants, le mouvement doit se poursuivre. Des milliers de manifestants sont encore dans les rues de Hong Kong. Ils demandent des élections libres à Hong Kong. Ils sont des milliers à envahir le quartier des affaires de Hong Kong. Des mouvements pro-démocratie ont grossi les rangs au lendemain d'affrontements avec les forces de l'ordre. J'étais là quand ils ont commencé à tirer les premiers jets de gaz lacrymogène. Nous sommes tous des gens sans armes. Vous voyez ici, nous utilisons des parapluies pour nous protéger. Depuis plusieurs semaines, ce qu'on appelle désormais la révolution des parapluies agite ce territoire semi-autonome de la Chine. Les manifestants dénoncent une mesure qui vise à limiter le suffrage universel pour 2017. Je fais ce que je dois faire, c'est tout. Je ne veux pas avoir de regrets quand j'aurai 50 ans ou dans 1 ou 2 ans et tout perdre ma liberté. Au moins, j'ai encore une chance. Si on ne le fait pas maintenant, on ne pourra pas le faire plus tard. Hier, le chef de l'exécutif a annoncé le retrait des forces de l'ordre en échange de l'évacuation des manifestants. Aujourd'hui, tout le monde campe sur ses positions. Nous avons une ligne directrice très stricte sur l'utilisation de la violence. Cela dépend de la situation. Donc c'est pourquoi nous appelons le public, ceux qui sont impliqués dans le service d'ordre de l'événement, à ne pas franchir la limite fixée par les forces de l'ordre. La police évaluera la situation et déterminera la réponse appropriée. Sur les réseaux sociaux, une rumeur évoquait une possible intervention militaire de la Chine, une information qu'a démenti le gouvernement hongkongais. Au Mali, un atelier de 5 jours organisé par ONU Femmes a pris fin ce matin. L'objectif était de renforcer l'implication des femmes du Mali, bien sûr, dans le processus de médiation, de négociation, de paix et de sécurité. Suivez donc le reportage de nos reporters Fatimata Togola et Sekou Doumbia. Commentaire Djibrila Maïga. Un engagement de ONU Femmes aux côtés des organisations féminines du Mali. Cet atelier est une suite logique de celle tenue en 2012 et en 2013. Il s'agissait d'amener la quarantaine de participants à mieux comprendre les conflits, les différents accords de paix et leur implication sur la situation des femmes et à mieux maîtriser les techniques de négociation. On a découvert qu'au cours de ces 5 jours de formation, que le Mali, bien que le Mali ait été engagé depuis les années 90 à des processus d'accords de médiation, de gestion de conflits, que très peu de femmes étaient au courant que de la signature des accords, les différents traités, les différentes cérémonies qui ont eu lieu. Pour vous donner un exemple, quand on a parlé de l'accord de Tanaraset, qui a été signé en 1991, dans une assemblée de 30 femmes, si je ne m'abuse, c'est seulement 2 qui étaient au courant. Suite aux nombreux plaidoyers et sensibilisations soutenus par plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, la participation des femmes à toutes les étapes des processus de paix devient de plus en plus une réalité. Les négociations en cours à Alger en témoignent la place de choix occupée par les femmes. Les femmes subissent donc tous les conflits. Les femmes sont les principales victimes.
Et malheureusement, elles n'arrivent pas à être intégrées au moment où on cherche les solutions, la prise en charge, les réparations. Et il est important qu'elles soient outillées, qu'elles soient informées des dispositions qui sont prises pour elles. Puisque lorsqu'on fait les accords de paix, c'est pour tout le monde. Malheureusement, on s'est rendu compte, avec ONU Femmes et les organisations féminines, que la plupart des femmes victimes ne sont pas informées de ce qui se fait. Il appartient désormais à ces participants qui viennent d'être outillés de contribuer efficacement au processus en cours dans le pays en vue de bâtir une paix durable et soutenable. Restons au Mali avec cette visite de Serigne Abombak Khalif de Serigne Fallou, 5e édition. La communauté sénégalaise vivant au Mali était nombreuse hier au centre Salif Keïta de Bamako, où elle a accueilli une des grandes figures emblématiques de la Oumra sénégalaise. Une visite placée dans un contexte particulier, formuler des prières pour le retour de la paix définitive au Mali et faire des bénédictions pour toute la Oumra du monde. Tels sont les objectifs de la visite de Serigne Abombak Khalif. Écoutons à présent successivement l'ambassadeur du Sénégal au Mali et son conseiller religieux au micro de Abdoulaye Maïga et Sékou Doumbia. Le marabout dont il est question, il a une dimension multiple. Il est un petit-fils direct de Serigne Ahmadou Bamba. Il est également un petit-fils direct de Mame Cheikh Ibrahima Fall. Alors, tous ces deux-là sont concentrés sur une seule et unique personne. Donc, c'est un phénomène, un don de Dieu. Et je suis persuadé, je lui ai demandé, il a accepté, il a commencé à le faire. Il va prier davantage pour son excellence, Monsieur le Président de la République IBK, le peuple malien, pour que la paix revienne, comme je vous l'ai dit tantôt, au Sénégal, ici, au Mali. Et également pour tous les habitants du Mali, qu'ils soient étrangers ou maliens. Et également pour notre cher Sénégal. Serigne Abou est le fils de Serigne Fallou. Serigne Fallou était la symbiose de la jurisprudence et du soufisme. Parce que, généralement, soit les musulmans sont imprégnés dans l'un ou dans l'autre, mais Serigne Fallou a incarné les deux. C'est une personnalité éminente qui est connue de partout, par son charisme, par sa sainteté, par ses qualités exceptionnelles d'homme de Dieu. Il est connu, c'est, je pense, l'homme le plus populaire du Sénégal. Alors donc, je pense qu'on doit tirer les exemples de cet homme-là, cet homme de Dieu, sur le plan du comportement religieux, sur le plan de la pratique et sur le plan des qualités exceptionnelles, morales, éthiques qu'il incarnait et qu'il continue, et que sa famille continue d'incarner. Et du sport pour refermer cette édition. Après leur sacre en Égypte le samedi dernier à la 13e édition de l'Afrobasket des moins de 18 ans, les Aigles juniors filles ont bénéficié d'un accueil à la dimension de leur victoire ce lundi à Bamako. Les championnes d'Afrique ont reçu les hommages de la nation. Suivez donc le reportage signé Aminata Mariko, Cheikh Tidane Koulibaly. Après 1996, 2000, 2006 et 2008, le Mali se hisse pour la 5e fois sur le trône de l'Afrique. La sélection malienne est allée chercher le titre cette année de haute lutte au Caire aux dépens de l'Égypte, pays hôte battu 73-65 ce samedi lors de la finale de la 13e édition de l'Afrobasket I-18 filles. Je dédie ce trophée à tous les Maliens. Je suis très content aujourd'hui. Je suis très content. Je dédie le trophée à tous les Maliens. Pas dire dans le mental du combattant. C'est-à-dire parce qu'aujourd'hui, nous sommes l'un des meilleurs pays au niveau du basketball féminin. Donc les jeunes ne vont pas nous faire des cadeaux. En fonction de ça, on a travaillé la mentalité des enfants. Bon, la compétition aussi, il y a la chance. Je crois que ça aussi, ça nous a permis de gagner. Je crois que les compétitions de jeunes que le Mali a initiées depuis les conférences,
après l'organisation au niveau de la fédération, après le choix des encadreurs, 1 an, 2 ans avant les compétitions, je crois que c'est ça qui a donné ce fruit-là. Comme à l'accoutumée, le monde sportif malien s'est mobilisé ce lundi à Bamako à travers un accueil à la dimension de leur victoire. De l'aéroport de Bamako-Sénou, en passant par la ville, au palais des sports à la CI, les populations riveraines ont chacun à sa façon démontré fierté et appartenance au Mali. C'est au palais des sports que les trophées de la moisson égyptienne ont été présentés aux autorités. En plus du Grand Sésame, les Maliens ont ramené le titre de Most Valuable Player par l'intermédiaire de Djeneba Ndiaye, également meilleure marqueuse du championnat, avec un total de 119 points inscrits. Mariam Alou Koulibaly figure parmi les 5 majeures d'Afrique avec le trophée de la meilleure rebondeuse, 96 au total. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Africable Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Afrique.